Bonjour, j'espère que vous allez encore bien. Dans la présente capsule, je vais regarder pour vous les notions d'éthique ou morale par rapport au juridique ou les lois. Plus précisément, j'ai regardé avec vous 4 grands types de cas où on voit qu'il est extrêmement important de ne jamais confondre l'éthique ou la moralité avec la légalité, les lois. Évidemment, on espère que les lois ne soient pas immorales ou que les lois ne soient pas non éthiques. On espère qu'il y ait le plus grand rapprochement possible entre les deux, les lois et ce qui nous semble moralement ou éthiquement bon. Mais même si on espère ce rapprochement-là, il est d'une très grande importance de ne pas confondre les deux, de ne pas partir avec l'idée que si c'est légal, c'est nécessairement moral ou éthique. Donc, j'y vais avec vous pour regarder 4 grands types de cas ou 4 grands types de situations. Pourquoi est-ce que j'appelle ça des grands types de cas ou des grands types de situations? C'est tout simplement que pour chacun des grands types, ben, il peut y avoir plein d'exemples, plein de situations, plein d'éléments ou de considérations qui entrent dans chacun des types, mais je regarde avec vous pourquoi est-ce que sur le plan conceptuel, c'est extrêmement problématique de confondre les deux. Si vous voulez, dans votre cahier de notes, donc que j'espère que vous avez imprimé, vous avez ça à partir de la page 11. Pas à partir à la page 11, vous avez ça. Dans le cahier, j'ai quand même été procédé de façon succincte, assez brève, donc je vous recommande de vous prendre des notes, d'ajouter des notes à ça, parce que comme ça, si vous avez à vous référer à cette distinction-là, pourquoi c'est important de ne pas confondre les deux, si vous avez à y référer dans quelques temps, bien c'est utile d'avoir des traces écrites. Premier type de considération où on peut voir qu'il est important de ne pas confondre le légal, les lois, les droits, avec le moral ou l'éthique. Je prends moral et éthique comme des équivalents, des synonymes ici. C'est que les lois ne recouvrent pas parfaitement, nécessairement, l'éthique ou la morale. Elles ne recouvrent pas, c'est-à-dire il y a pas, les deux ne sont pas parfaitement placés en parfaite concordance, un peu comme deux cercles. Ça peut dépasser d'un côté ou de l'autre. Formulé différemment, on pourrait tout simplement dire les lois ont un caractère imparfait. Un exemple, l'évasion fiscale, c'est immoral ou non éthique, qu'on pourrait dire. C'est aussi illégal. L'évasion fiscale est aussi illégale. Par contre, l'évitement licite des impôts, là, si c'est un évitement licite, ça devient légal, mais on pourrait considérer que c'est quand même immoral ou que c'est quand même problématique d'un point de vue éthique. Une multinationale qui embauche, par exemple, des fiscalistes, des avocats fiscalistes pour essayer de trouver des moyens de payer le moins d'impôts possible tout en restant dans un cadre légal pour ne pas être dans une situation où elle aurait des conséquences, ben, on peut considérer que c'est douteux éthiquement, mais on peut essayer de trouver des façons de contourner ces lois-là. Il peut y avoir des gens qui se spécialisent au niveau de la fiscalité pour essayer de contourner les lois. Donc ici, c'est un premier type de situation, un premier type de cas, ben, c'est que les lois conservent un caractère nécessairement imparfait. Je dis nécessairement, les lois ne sont pas toujours extrêmement imparfaites. Les lois peuvent avoir ce caractère imparfait, entre autres, parce que lorsque la formulation de loi, donc il faut trouver une formulation écrite où on essaie de codifier les choses. Mais en faisant ça, il y a toujours un dilemme, ou en tout cas un équilibre plutôt à trouver entre deux opposés. C'est que d'une certaine façon, la formulation des lois doit être suffisamment générale, large, pour pouvoir s'appliquer à plein de types de cas.
plein de situations où on pourrait enfreindre cette loi-là. Mais d'un autre côté, la loi doit être suffisamment particulière pour ne pas se trouver à être appliquée à des situations qui ne seraient pas dans l'esprit de la loi ou de ce qu'on voulait interdire, par exemple, ou de ce qu'on voulait permettre, doit être assez précise aussi et essayer de trouver l'équilibre entre une formulation assez générale et assez spécifique. Bien, c'est un équilibre qui est toujours un peu fragile, donc il va pouvoir laisser place à des situations qu'on n'aurait pas nécessairement toujours prévues ou entrevues ou qui entreraient pas dans ce genre de considération-là. Donc, premier grand type de cas, c'est que les lois conservent un caractère imparfait. Deuxième grand type de cas où on voit l'importance de ne pas confondre les lois avec la moralité ou l'éthique, c'est que les lois peuvent être carrément immorales, ou certaines lois peuvent être carrément contraires à notre sens éthique. Je prends un exemple qui est un exemple extrême, mais par exemple, à l'époque de l'Allemagne nazie, toutes les législations sur la délation des Juifs pour procéder à l'extermination, ça peut être dans un cadre législatif, il peut y avoir des prescriptions de l'État, mais d'un point de vue éthique, quand on regarde ça, on va considérer que c'était quelque chose d'immoral, d'abominable, de non justifié d'un point de vue éthique. On peut prendre un autre exemple. Si on considère l'Empire romain, donc grande civilisation sur le plan technique, etc., puis sur le plan éthique ou moral, il y a plein des éléments qu'on peut retrouver dans l'Empire romain que lorsqu'on regarde ça, on peut se dire, mais c'est inadmissible. Un exemple parmi d'autres, bien, il était accepté socialement que lorsque une famille, des individus, il y avait naissance d'un nouvel enfant, si cet enfant-là, les parents ne souhaitaient pas le garder, il était accepté socialement qu'ils puissent déposer le nouveau-né au seuil de leur porte. Et là, je pense que vous devinez peut-être un peu qu'est-ce qui pouvait se produire. Bien, si quelqu'un passe par là et désire avoir un enfant, peut le prendre, l'adopter, l'élever, etc. Mais s'il n'y a pas personne qui passe, eh bien, c'est des animaux qui dévorent le nouveau-né. Quand on regarde cet exemple-là, je pense que il n'y a pas personne ici au Québec qui viendrait dire « Ah bien, à Rome, faisons comme les Romains. » Non, on va dire « OK, c'était peut-être permis dans l'Empire romain, mais on va dire c'est inacceptable, c'est abominable, ça n'a pas d'allure. » Donc ici aussi, c'est un autre cas où c'est pas parce que quelque chose est permis que c'est nécessairement éthique ou c'est nécessairement moral. Là, je prends des exemples extrêmes pour qu'on voit bien en quoi est-ce que des fois la moralité ou l'éthique peut se retrouver carrément opposée aux lois, qu'il peut y avoir un affrontement entre les deux. Ça, j'ai pris des exemples extrêmes pour qu'on puisse les voir, mais il pourrait y avoir des exemples de situations controversées. Si je prends un exemple ici, au Québec, bien, il n'y a pas si longtemps, si on recule, pas besoin de reculer de plusieurs décennies, c'est quand même assez récent, il y a eu la légalisation de la marijuana. Bien, pour les personnes qui considèrent que c'est une bonne chose que ça soit légalisé, forcément, ces personnes-là vont considérer que lorsque ça n'était pas légalisé, c'était éthiquement problématique. Et à l'inverse, pour les personnes qui considèrent que ça ne devrait pas être permis, ils vont considérer que maintenant que c'est légalisé, c'est problématique éthiquement. Donc, le sujet, est-ce que ça doit être permis ou non, est un sujet ici controversé. Certains vont être d'accord, d'autres en désaccord, mais peu importe la position qu'on adopte personnellement, c'est soit on va trouver que c'était l'ancienne loi qui était injuste, ou soit on va trouver que c'est la nouvelle loi qui est injuste. Donc là, ici,
même si c'est plus subtil que dans les exemples extrêmes de l'Empire romain ou de l'Allemagne nazie, on peut voir qu'il y a des situations où on peut se dire, bien, ce qui est légal peut se trouver à être à l'opposé de ce qui nous semble éthique, juste souhaitable, selon les positions ici, soit les anciennes lois, les nouvelles lois. C'est aussi ce type de situation-là qui fait en sorte que il peut être légitime de contester certaines lois. Ça ne veut pas dire que c'est acceptable de contester toutes les lois, c'est pas ça que ça veut dire, mais s'il y avait nécessairement une concordance entre les lois et l'éthique, il faudrait accepter que ce qui est écrit dans des lois est nécessairement toujours moral, éthique, alors que on peut trouver souhaitable de modifier certaines lois, d'amender certaines lois et même de renverser certaines lois. Ça peut changer. Donc, ça ici, c'est le deuxième grand type de situation. Il y a des cas, peut-être qu'on espère plus rares, mais il y a des cas où on peut avoir le sentiment ou la conviction, à tort ou à raison, que telle loi, elle est injuste, ou que telle loi, elle est vraiment mieux que ce qui était en vigueur avant, ou etc. Donc ça, c'est parce que il n'y a pas cette concordance-là nécessaire, toujours, entre les lois. Donc, premier grand type de situation, même lorsque les lois nous semblent moralement bonnes, les lois peuvent demeurer imparfaites. Deuxième type de situation, même lorsque les lois sont formulées, sont adoptées par un État, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va les trouver éthiques. On peut les trouver tout à fait injustifiées. Troisième type de cas, troisième type de situation, eh bien, c'est que habituellement, la réflexion sur la moralité ou l'éthique précède l'adoption de lois. Ou en tout cas, les considérations éthiques ou morales vont venir avant les lois. Ça, c'est peut-être un des cas types qu'on peut le plus facilement perdre de vue, tout simplement parce que lorsqu'on est, nous, comme un individu, bien lorsqu'on est, on est dans une société qui a déjà des lois, qui a déjà des normes. Donc, on peut se dire, bien, dans mon développement individuel, j'ai été confronté à des lois avant de pouvoir développer des considérations sur est-ce que la loi me semble bonne, pourquoi est-ce qu'elle est bonne, ou pourquoi est-ce qu'elle devrait être amendée, modifiée, contestée, etc. Donc, sur le plan individuel de notre naissance, vu qu'on arrive dans des sociétés qui existent déjà, on peut perdre de vue que l'éthique ou la moralité précède ce qui est adopté ou pas au niveau des lois. Et à cet égard-là, ce qui vient souvent nous permettre de mieux le voir, c'est lorsqu'on est confronté à des situations inédites, nouvelles, qu'on n'avait pas prévues parce qu'il n'y avait pas nécessairement de raison de les prévoir, et qui nous semblent tout d'un coup problématiques, et où ensuite on va se pencher là-dessus pour essayer de voir est-ce que ça doit être encadré d'un point de vue légal, législatif, et si oui, de quelle façon. Je vous donne deux exemples. Premier exemple, c'est quelque chose qui a déjà eu lieu. Et deuxième exemple, c'est quelque chose qui est en cours de réflexion, de développement. Premier exemple, c'est l'encadrement légal des greffes d'organes. Ou des dons aussi d'organes. Au 20e siècle, les avancées médicales ont fait en sorte qu'il devenait possible de transplanter des organes chez un individu pour les transplanter chez un autre individu. Si ça peut sauver des vies, tant mieux. Première considération pour faire ça, c'est que ça doit être faisable d'un point de vue médical. Deuxième considération, surtout s'il s'agit d'organes vitaux, c'est qu'on voudrait aller chercher l'organe chez une personne qui est morte avant d'aller transplanter ça. On va dire, on ne va pas tuer quelqu'un pour aller prendre son organe, faire la transplantation, même si ça va marcher médicalement. Donc, première constatation, ici, il s'agissait de voir, OK, dans un cadre législatif, à partir de quand est-ce qu'on considère qu'une personne est morte?
Et jusque-là, il n'y avait pas nécessairement à avoir une réflexion sur une définition légale de la mort ou un encadrement législatif sur la mort. Règle générale, si une personne vous dit « ma grand-mère est décédée la semaine passée », vous n'allez pas lui répondre « Ah, quand tu dis qu'elle est décédée, qu'est-ce que tu entends par décédée? Qu'est-ce que tu veux dire par est morte? » Non, est morte, on comprend très bien. Donc, il faut avoir d'autres types de réflexions. Est-ce que quelque chose après la mort? Si oui, comment ça peut se passer? Ou est-ce qu'on devient juste de l'engrais puis de la bouffe pour les vers de terre? Il faut avoir d'autres considérations, mais il n'y avait pas nécessairement un besoin criant de dire, OK, à partir de quand on considère que la personne est morte? À partir du moment où c'est possible de prendre un organe chez un individu qui peut être un organe vital, bien là, si on ne veut pas tuer des gens pour aller chercher leur organe pour les personnes qui peuvent payer, par exemple, ou, là, on se dit d'un point de vue éthique, je sais qu'il peut y avoir des trucs douteux, là, des trafics d'organes, mais d'un point de vue éthique, on se dit, c'est comme la base. Qu'est-ce qui peut entrer à ce moment-là dans le genre de considération là-dessus? Bien, une première réponse qui était apportée, soulevée, c'était de dire, c'est assez simple, on va considérer qu'une personne est morte lorsqu'elle est biologiquement morte. Donc, d'un point de vue biologique, quand la personne est vivante, elle est vivante, puis d'un point de vue biologique, quand la personne est morte, elle est morte. Donc, ça, c'est le premier type de considération qu'on a pu soulever pour définir le moment de la mort pour prendre des organes. Dans les considérations, on fait se dire, ben, c'est assez simple, on n'entre pas dans les convictions des individus. Si l'individu a déjà signé une autorisation à ce qu'on prenne les organes, son souhait est respecté et on n'a pas besoin d'aller plus loin. Il s'agit d'établir tout simplement le moment de la mort biologique. Cette considération-là, on s'est très rapidement rendu compte que ça soulève un problème énorme, c'est que dès qu'on voudrait aller dans une mise en application, il s'agit de préciser qu'est-ce que ça signifie la mort biologique. À partir de quand est-ce qu'une personne, elle est vivante ou morte biologiquement, qu'elle passe d'un à l'autre? Eh bien, c'est presque circulaire là, comme définition, mais une personne, elle est biologiquement morte lorsque, d'un point de vue biologique, il y a mort. Il n'y a plus rien de vivant biologiquement, alors elle est biologiquement morte. Mais la vie, c'est pas un truc précis qui se retrouve en nous. La vie, c'est aussi dans l'ensemble de nos cellules. C'est tout ce qui est biologique en nous a de la vie ou en a pas si les cellules sont mortes. Donc, si on retient la définition de la mort comme la mort biologique, une des conséquences fondamentales, c'est qu'il faudrait attendre que toutes les cellules d'un individu soient éteintes, mortes d'un point de vue biologique pour considérer que la personne, elle est morte. Mais à ce moment-là, si au niveau cellulaire, l'organe est mort, on ne peut pas faire la greffe. La greffe ne va pas prendre, tout simplement. Donc, une conséquence fondamentale, si on retenait la définition de la mort comme une mort biologique, c'est qu'il n'y avait aucune greffe d'organes possible. Une deuxième définition proposée, c'était de dire, OK, la mort, c'est la mort de la conscience. Quand la conscience s'éteint, on va considérer que l'individu est mort. Problème que là, ça soulève, bien, c'est par exemple une personne qui est dans un état neurovégétatif constant, une personne qui est maintenue avec des moyens artificiels, qui est maintenue en vie, bien, la personne respire. À ce moment-là, si on dit juste, ouais, mais elle n'a plus conscience, on considère donc qu'elle est morte, on a l'impression, et probablement à raison, de tuer la personne pour aller chercher ses organes. C'est problématique. Une autre définition de la mort, qui est la conception qu'on a retenue dans les sociétés occidentales, c'est pour ce type de situation-là, c'est la mort comme arrêt du tronc cérébral. Donc, la partie du tronc cérébral, c'est la partie qui est responsable de la respiration spontanée. Donc, même si une personne est dans un état
neurovégétatif constant, elle va continuer à respirer parce que le tronc cérébral fonctionne. Mais lorsque le tronc cérébral cesse de fonctionner, il va aussi cesser de respirer, si on a fait les premières, les manœuvres, là, les tentatives de réanimation, etc., si ça n'a pas marché et qu'il y a arrêt du tronc cérébral, il n'y a pas vraiment de possibilité de retour en arrière, normalement. Donc, c'est la conception ou la définition de le moment de la mort qu'on a retenu dans nos sociétés occidentales pour encadrer les greffes d'organes. Donc, on n'a pas l'impression de tuer des gens comme si c'était une conception juridique de la mort de la conscience, mais on n'a pas non plus pour conséquence de rendre les greffes impossibles comme si c'était la mort biologique, parce que là, il faut attendre la mort cellulaire aussi, même des organes. Donc ici, je reviens au grand type de situation où on peut voir qu'il est important de ne pas confondre l'éthique ou la morale avec les lois. Bien, c'est qu'on doit mener des réflexions dans cet exemple-ci sur qu'est-ce qu'on considère comme la mort pour venir établir une loi. Tant qu'il n'y avait pas la possibilité de faire des greffes d'organes, il n'y avait pas non plus l'intérêt à encadrer d'un point de vue législatif le moment de la mort. En tout cas, pas dans la perspective des greffes d'organes. Je vous donne un deuxième exemple, c'est quelque chose qui est en cours de réflexion, en développement, c'est l'intelligence artificielle. Donc là aussi, je sais pas, au milieu du 20e siècle, il n'y avait pas nécessairement s'interroger, est-ce qu'on doit faire des lois sur l'intelligence artificielle? Comment est-ce qu'on les fait? Présentement, le développement fait en sorte qu'on peut se demander qu'est-ce qu'on fait avec différents types de situations qui impliquent l'intelligence artificielle. Je prends un exemple, la possibilité d'avoir des voitures avec des conduites automatisées. La possibilité qu'une voiture puisse se déplacer du point A au point B avec, dans le fond, l'intelligence artificielle qui permet donc ce déplacement-là sans conducteur. Disons que présentement, c'est plutôt embryonnaire, mais étant donné la vitesse à laquelle progressent les travaux sur l'intelligence artificielle et les applications aussi, on peut penser que dans un avenir pas si lointain, il y aura possibilité d'avoir des véhicules automatisés qui peuvent se déplacer sans conducteur avec l'intelligence artificielle. Donc là, il doit y avoir différentes considérations. Il y a des considérations qui sont peut-être un peu plus d'ordre pratique ou technique. Bien, le véhicule, on doit rentrer dans le fond dans l'algorithme, ce qui va servir à l'intelligence artificielle à prendre des décisions. C'est en fonction des paramètres qu'on inscrit ou qu'on n'inscrit pas. Donc, on peut inscrire, par exemple, comme paramètre, d'essayer de reconnaître, dans le fond, ce qui peut entraver la route ou être sur la route. Si c'est un animal ou un enfant, un individu qui traverse la route, programmé pour éviter. Si c'est un sac de papier qui est sur la route, c'est peut-être plus sécuritaire de passer par-dessus le sac de papier. Mais si c'est une roche qui risque de causer l'accident si on rentre dedans, c'est mieux de l'éviter. Donc, on va vouloir mettre dans les paramètres les données pour essayer d'avoir ce type de reconnaissance-là. Problème, entre autres, que ça peut soulever, qu'est-ce qu'on doit mettre dans l'algorithme si la voiture se retrouve dans une situation où il y a un camion qui s'en vient en face de nous et il y a un enfant qui commence en courant après son ballon, à traverser la voie. Il va probablement s'arrêter avant que le camion vienne, mais il ne nous a pas vus, il arrive. Si, dans les paramètres, on inscrit des données sur l'évaluation de ce qui va causer le moins grand impact, là, ça fait en sorte que le véhicule va entrer dans l'enfant. Parce que sinon, il pourrait évaluer qu'étant donné la vitesse du camion, son poids, etc., si le véhicule évite l'enfant, va faire un face-à-face avec le camion lourd et va tuer la mort du conducteur. Donc, si dans les paramètres, il y a juste l'évaluation de l'impact,
la voiture rentrait dans l'enfant. Mais on peut se demander, est-ce que c'est vraiment une bonne chose d'avoir un véhicule qui est programmé pour sauver ou préserver, autant que possible, la vie de la personne qui a payé pour acquérir le véhicule ou qui se retrouve dans le véhicule au détriment, par exemple, de l'enfant. Qu'est-ce qui doit entrer? Est-ce qu'on ajoute un paramètre où on se dit, OK, il doit y avoir autant que possible une évaluation de ce qui va causer le moins de morts ou le moins de dégâts. À ce moment-là, s'il y a 3 enfants qui traversent la route, il y a le même camion qui s'en vient aussi, les enfants ont vu le camion, vont sûrement s'arrêter, virer de bord, mais qui n'ont pas vu votre véhicule, vous arrivez. Est-ce que l'intelligence artificielle doit faire le calcul? À ce moment-là, entrer dans les enfants, c'est 3 vies perdues. C'est 3 individus qui sont jeunes, qui ont toute leur vie devant eux, alors que si le véhicule entre dans le poids lourd, le conducteur du camion va rester en vie, étant donné que c'est un poids lourd, il est mieux protégé, mais vous, dans votre voiture, vous allez mourir sur le coup. Est-ce qu'on doit mettre ça dans les paramètres? À ce moment-là, d'autres considérations qui peuvent entrer en ligne de compte, est-ce que c'est une suggestion pour les constructeurs automobiles ou est-ce que ça doit être une obligation légale? Est-ce qu'on doit, si ça devient une obligation légale, est-ce qu'on doit mettre des clauses dans le contrat? Vous achetez le véhicule, par exemple, et que vous devriez signer « Je consens à ce que le véhicule puisse me tuer s'il juge que c'est une bonne chose de me tuer. » C'est plus délicat. Donc, dans la programmation, il faut essayer de voir les différents cas de figure, essayer de voir. Donc, est-ce qu'on laisse ça juste à la discrétion de l'industrie, des programmeurs? Là, comme les algorithmes sont développés à l'avance, bien, si à l'avance on inscrit dans le calcul que la voiture, dans une situation comme cet exemple-là, doit tuer les 3 enfants pour préserver celui qui a payé pour le véhicule, ou doit tuer le conducteur du véhicule, si on l'inscrit dans les paramètres, actuellement, anticiper des morts, habituellement, c'est dans la catégorie des homicides. Et l'homicide n'a pas nécessairement pour implication que l'individu est connu d'avance qui va être tué. Un tireur, par exemple, qui entrerait dans un centre d'achat pour faire une fusillade ou une tuerie, ne sait pas qui va se trouver là pour les tuer, mais il planifierait son coup. Donc, c'est un homicide. Là, est-ce qu'on veut dire aux programmeurs, quand vous entrez ce genre de considération-là, vous avez comme débouché de carrière possible la prison? Bon, c'est pas sûr. Mais est-ce que de l'autre côté, on veut dire, OK, on décharge complètement à ce moment-là? Est-ce que le véhicule pourrait être programmé pour tuer le conducteur pour des calculs, des considérations qu'on ne trouve peut-être pas si souhaitables que ça ou si légitimes? Donc ça, c'est tout simplement un deuxième exemple où on peut voir que des situations inédites, nouvelles, impliquent d'abord de la réflexion éthique pour essayer de voir tous les cas de figure, on peut jamais toutes les voir, mais en voir le plus possible, pour ensuite essayer de faire des lois, un encadrement législatif qui soit le moins imparfait possible, même si, comme je le mentionnais dans le premier cas de figure, il va pouvoir rester une marge où tout sera pas parfait. Donc, je reprends 4 types de situations où on voit l'importance de ne pas confondre ce qui est légal avec ce qui est moral ou éthique. Premier type de situation, c'est qu'on peut se retrouver dans des cas où les lois sont imparfaites. Il n'y a pas recouvrement parfait entre les deux. Deuxième type de situation, on peut se retrouver dans des cas où certaines lois nous semblent carrément immorales, contraires à l'éthique. Donc, l'exemple que j'ai pris dans l'Empire romain, dans l'Allemagne nazie. Troisième type de cas, c'est que même si nous, comme individus, on arrive dans des sociétés où il y a des lois qui existent, ça n'empêche pas qu'il y a des considérations éthiques ou morales qui doivent précéder
l'établissement de lois. Sinon, ça semble être de la gestion inutile. Et à ce niveau-là, l'endroit où on peut le voir le plus facilement, c'est dans les situations inédites. L'intelligence artificielle, par exemple, les greffes d'organes, qui sont, pour prendre un exemple, dans le 20e siècle. Quatrième grand type de situation, eh bien, c'est un type de situation où c'est pas simplement que les lois pourraient être imparfaites ou contraires à l'éthique ou qu'on n'aurait pas été encore confronté à ces situations-là, mais c'est un type de situation où on peut considérer qu'il serait immoral ou non éthique, injuste, qu'on mette des lois pour encadrer quelque chose qui, pourtant, par ailleurs, nous semble immoral. Donc, on pourrait dire, j'ai la ferme conviction que quelque chose est immoral, mais j'ai aussi la conviction qu'il serait tout autant immoral de faire une loi sur ce sujet-là. Exemple, on peut penser à l'adultère. Être infidèle envers sa conjointe ou son conjoint. On peut considérer que sur le plan éthique, l'infidélité ou l'adultère est à éviter, que c'est pas une bonne chose d'un point de vue éthique, d'un point de vue moral. On peut considérer qu'on devrait être fidèle d'un point de vue éthique, d'un point de vue moral, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on voudrait qu'il existe dans nos sociétés une loi qui viendrait prévoir des sanctions criminelles pour une personne qui commet un acte d'infidélité ou d'adultère. Donc ça, c'est le quatrième type de situation. Quelque chose peut nous sembler fondamental, capital, d'un point de vue éthique ou moral, mais ne pas vouloir qu'il y ait un encadrement législatif sur cet élément-là. Donc, si je reprends, pourquoi est-ce qu'il est important de ne pas confondre le droit, les lois, le législatif, pourquoi est-ce que c'est important de ne pas confondre ça avec l'éthique ou la morale? Pourquoi est-ce que c'est important de ne pas simplement dire « puisque c'est légal, donc c'est moral », bien, dans les grands types de situations où on peut retrouver une multitude d'exemples, bien, c'est qu'il peut y avoir des lois imparfaites, donc ce qui fait en sorte qu'on peut évaluer les applications des lois. C'est dans certaines situations où on peut se retrouver avec des lois qui nous semblent injustes ou incorrectes, contestables. On peut aussi se retrouver devant des situations inédites où on va se dire c'est permis, il n'y a pas d'encadrement législatif, mais ça ne devrait pas. On devrait mettre des barèmes sur le plan légal. Et quatrième type de situation, il y a des choses qui peuvent nous sembler absolument importantes moralement ou éthiquement, sans pour autant qu'on souhaite qu'il y ait des lois qui viennent encadrer ça. Donc, ça résume un peu les 4 grands types de situations.